is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. ثورة تنفجر على مر الأيام. Important des mouvements vers le noir. D'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Rachida Bonsef, bonjour. Bonjour, Souadinal. La semaine dernière, Dahou Jarbal et Badia Haddad avaient évoqué l'émir Khaled. On est donc au début du XXe siècle et un phénomène nouveau va apparaître. Ce sera dans Tarikhuna. Abdelkader Ben Damash et Abdou Sayah vont nous dresser le portrait d'un chanteur engagé, auteur notamment de Yatir al-Qafs. Ce sera dans Art et Révolution. Quant à notre amie, Lamia Mahfouf, elle nous gratifiera de quelques morceaux choisis en relation avec le thème du jour, à savoir la zone autonome d'Alger, à travers Hassiba Ben Bouali. C'est dans Bekri. Et dans notre espace Hiwar, nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Malika Al-Qorso, historienne. Bonjour. Bonjour Saad, bonjour Rachida. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi, merci à vous. Eh bien, donc nous passons comme de tradition, avant de vous retrouver, Madame Al-Qorso, au billet de Rachida Bonsef. Le billet de Rachida Bonsef. 10 949. C'est le nombre de moudjahidettes recensées par Daniel Jamila Min Amran, engagée au maquis à 15 ans et qui, devenue historienne, consacrera sa thèse d'État aux femmes algériennes dans la guerre. 10 949 moudjahidettes, recueillies par Jamila parmi 1 million de fiches de combattants établies par le ministère des Moudjahidines. 10 949, nombre impressionnant et dérisoire à la fois. Impressionnant pour un pays méditerranéen musulman, dit retardataire, pour une société patriarcale qui résistait à l'envahisseur à travers les femmes en les enfermant derrière les murs et les voiles. Dérisoire à considérer le nombre de femmes qui ont nourri, caché, informé, protégé, soigné nos moudjahidines au mépris de leur vie. 10 949 moudjahidettes recensées, déclarées. Soit. Permettez-nous alors de rendre hommage à toutes les femmes d'Algérie qui ont porté les longues années de résistance contre l'occupant français. Et chaque fois que nous en évoquerons une, c'est à toutes que nous pensons. Maquisardes, Mourchidette, Moussebbilette, compagnes de guerre et de feu, déplacées, exécutées, mutilées, brisées, assassinées, emprisonnées, torturées, violées. Merci, anonymes, héroïnes, merci de nous avoir rendus indépendants. À nous de marcher sur vos pas. Hiwar. Malika Al-Qorso, professeure, historienne, auteure de La guerre de libération nationale à travers le journal Témoignage chrétien, avec une préface d'ailleurs de Monseigneur Tessier, et il a été édité aux éditions ANEP en 2014.
évidemment, vous avez organisé pas mal de choses. Vous avez, entre autres, un colloque sur le rôle des avocats durant la guerre de libération. Vous vous êtes intéressé particulièrement également aux Moudjahidet et notamment à Hassiba Ben Bouali. Merci Souad, mais je te reprends juste pour une petite chose. Ce n'est pas moi qui ai organisé le colloque sur les robes noires au front. Je n'étais que la coordinatrice scientifique, mais c'est l'association des amis de Abdelhamid Benzine qui l'ont organisé et qui ont publié les actes, lesquels actes, donc vous pouvez les trouver dans certaines librairies et il serait très très intéressant que vous les lisiez parce que c'était un colloque à 3 voix, VOX. Il y avait la voix des historiens, il y avait la voix des juristes, le dernier carré du collectif FLN avec Ammar Bentoumi, Ammar Bentoumi, Allah yarhamou. Et puis surtout, il y avait les témoignages ô combien émouvants de tous ces acteurs et de ces actrices qui ont connu les geôles du colonialisme français. Merci pour ces précisions, Malik Al-Qorso. Et donc là, on revient à Hassiba Ben Bouali. Alors, vous avez trouvé une lettre. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire un peu de Hassiba et de cette lettre? Alors d'abord, pour vous situer un petit peu le contexte de cette trouvaille. Depuis quelques années, bien sûr, donc j'ai travaillé sur les chrétiens et la guerre de libération nationale. Et parallèlement à ça, je menais des interviews, des témoignages avec des moudjahidettes. Et donc chaque fois que l'occasion m'était donnée, je partais aux archives, au CHAC, le service historique de l'armée de terre à Vincennes, qui regroupe des milliers et des milliers de cartons sur la guerre de libération nationale. Et donc, comme tous les historiens, on aime bien fouiller, on aime bien fureter un petit peu. Et c'est ainsi que dans un carton, j'ai trouvé la lettre de Hassiba Ben Bouali. C'était en 2010, il y a 4 ans de ça. Alors, il y a 4 ans de ça, la lettre, elle était sous dérogation. Je n'avais pas le droit, je n'avais le droit que de la lire, mais je n'avais pas le droit de la photographier, ni de la prendre en note, ni de la photocopier. Voilà. Il a fallu, mais je l'ai lu et relu à tel point que pratiquement j'ai apprise par cœur, tellement elle est émouvante, tellement elle est belle cette lettre. Et il y a 2 ou 3 ans de ça, la durée de consultation au niveau des archives a été, libérée, et donc j'ai pu avoir accès à cette lettre et la photographier. Je l'ai photographiée. Et puis, je l'ai mise dans mes archives, comme tous les historiens, je l'ai mise de côté, en disant qu'un jour, si je fais un article, si je fais un ouvrage sur les chouhada ou les shahidettes, je ressors cette lettre. Et puis finalement, l'occasion m'a été donnée, le 11 mars dernier, 2014, l'université de Chlef, qui porte le nom de l'université Hassiba Ben Bouali, la seule université sur le territoire algérien qui porte le nom d'une shahida, il faut le dire. Un nom de femme. Un nom de femme, oui. M'a invité avec Madame Bitat. Alors, on voulait un petit peu la voix de l'historienne et puis l'actrice. Zahra Drif. Moi, je devais parler donc histoire et mémoire, et Zahra Drif devait présenter donc son ouvrage. Voilà. Et puis je me suis dit finalement, au lieu de parler de mémoire histoire, pour la première fois, je vais exhumer cette lettre et je vais la lire. Et je leur ai dit, voilà, c'est la première fois, c'est une lettre inédite, c'est la première fois que je vais vous la lire. Et c'est un cadeau que je vous apporte, parce que tout simplement, c'est l'université de Chlef. C'est là où la jeune et belle Hassiba, donc, est née. C'est là où elle a fait sa première scolarité avant de partir sur Alger avec sa famille pour continuer ses études secondaires. J'ai lu cette lettre devant un parterre d'étudiants et d'étudiantes, mais à une seule condition. C'est que Monsieur le recteur et Monsieur le doyen, Mohamed Salah Bouqchour, je leur ai fait la proposition suivante. Je vais vous lire cette lettre. Je vais vous laisser une photocopie. Mais je vous propose la chose suivante, à savoir qu'à chaque date anniversaire du 8 octobre, puisque la shahida elle s'est faite exploser un 8 octobre 1957. Cette lettre doit être lue. Et cette lettre doit être lue par une étudiante
Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je veux que cette lettre soit bâtie sur du sens pédagogique. Je veux que cette lettre ait un sens pédagogique et que ça soit un véritable cours d'histoire, une explication de texte, parce que c'est un document d'archives, parce que c'est un morceau d'histoire. Et donc le recteur m'a promis, et effectivement, la rentrée universitaire d'octobre dernier, Madame Zahradif et moi-même avons été invités. La lettre a été lue en arabe et en français par 2 étudiantes. Il y a un très jeune enseignant de français qui en a fait une explication. Et je vous assure que dans cette grande salle qui était pleine de monde, d'enseignants, d'étudiants, l'âme de Hassiba, Allah yarhama, flottait. Et c'était très, très émouvant. Voilà un petit peu l'historique de cette lettre. Qu'est-ce qui est si attachant chez Hassiba Benbouali? Parce que c'est un personnage qui a été popularisé par le film La bataille d'Alger, mais on sait, il y a eu d'autres poseuses de bombes, des politiques comme Zahra Dreif et d'autres encore. Mais qu'est-ce qui rend le personnage de Hassiba Benbouali si singulier? C'est d'abord, je pense, sa discrétion. Et puis je pense aussi au niveau du physique, elle était belle, cette jeune fille, avec un visage très, très angélique, avec de longs cheveux, avec des yeux clairs. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'elle est issue d'un milieu aisé. Et donc rien ne l'a prédestinée, voilà, comme on dit, à entrer de plein pied dans la révolution algérienne. On sait que vers l'âge de 14-15 ans, elle a adhéré à un mouvement scout. Et on sait aussi que donc, dans ce mouvement scout, donc, il y avait souvent des sorties dans l'Algérie profonde. Et là, elle a vu la misère, elle a vu le racisme, elle a vu l'injustice, et je crois que c'est ça sa prise de conscience, parce que elle vivait dans un milieu où elle était à l'abri. Elle a fait ses études primaires à Schleuf, après ses études secondaires au lycée Omar Rassim à Alger, et donc effectivement je pense que c'est ça qui a fait qu'elle est entrée de plein pied dans la révolution. Et puis elle avait aussi un oncle qui travaillait à l'hôpital, je crois qu'il était médecin, et à partir de là, donc, il lui donnait les médicaments. Elle était agent de liaison, à 14-15 ans, elle était si jeune. Il donnait des médicaments qu'elle transportait certainement dans son cartable, comme toutes les petites jeunes filles et les petits jeunes hommes de cette époque-là. Donc sa beauté, sa jeunesse, son engagement. Son engagement, tout à fait. Son idéal. Oui. Et cette lettre que j'aimerais vous lire. Bien sûr, voilà. Parce que c'est une lettre qui porte la marque du sacrifice suprême de toute une génération. Je vais vous la lire. Merci. Alger, 15 septembre. Mes très chers parents, je viens d'avoir vaguement de vos nouvelles par la mère du frère Si Abdelrazak. Il paraît que vous allez bien. Oh, je l'espère de tout mon cœur. Voilà près de 9 mois que nous n'avons pu communiquer. Je me faisais un mauvais sang de tous les diables, car je savais que vous étiez très ennuyés à cause de moi, que la police ne sortait plus de la maison, et il m'était impossible de vous écrire ou de vous envoyer qui que ce soit. J'aimerais tellement vous revoir. Oh, je vous ai tellement langui, et il ne se passe un jour où je ne pense à vous. Presque chaque nuit, je rêve à vous. Nous avons eu des moments très difficiles, et même maintenant, ça ne marche pas comme sur des roulettes. Mais enfin, cela ne fait rien. Nous sommes pleins de bonne volonté. Et des frères meurent tous les jours pour conduire leur pays à la liberté. J'ai entendu que vous aviez déménagé. Cela m'étonne. Mais enfin, c'est très possible. Je serais bien curieuse de savoir où vous habitez maintenant et comment est votre nouvelle maison. Une chose pourtant m'ennuie. Je ne peux plus vous imaginer vivre comme je le faisais avant. Je me dis toujours, tiens, en ce moment ils sont à table. Et je vous revois, chacun à sa place. Lella et Tata Zahia avec vous, bien sûr, car elles n'ont pas où aller, et tandis que mes 2 oncles sont en dehors de l'Algérie. Au fait, avez-vous de leurs nouvelles? Vous écrivent-ils? Oh, c'est terrible comme la famille manque quand on est loin d'elle. Vous savez que je suis très recherchée ici à Alger, donc il m'est impossible de rien faire. Aussi, ai-je décidé, enfin, il est de mon devoir de partir au maquis, où je sais que je pourrai servir comme infirmière, ou même s'il le faut, et je l'espère de tout mon cœur,
combattre les armes à la fin. Enfin, la route sera bien sûr assez difficile pour arriver jusqu'à Maki, mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, j'arriverai saine et sauve. Oh, ne vous en faites surtout pas pour moi. Il faut penser aux petits qui vont bientôt reprendre l'école et qui, j'espère, travailleront bien. Vous ne pouvez vous imaginer combien ils me manquent. En effet, voici 1 an que je les ai vus. Ils ont dû grandir. Surtout mon petit Mohamed. Est-il aussi méchant? Parle-t-il quelquefois de moi? Ou bien m'ont-ils oublié? Et la concierge, toujours aussi bavarde? C'est-il. Maintenant, je crois que je la reconnaîtrai peut-être pas. C'est une vraie jeune fille. J'aimerais avoir leur photo, et la vôtre aussi. Ainsi, il me semblera porter avec moi en mon cœur toute ma famille. J'aimerais beaucoup vous voir avant de partir. Je ne sais pas si je pourrai, mais sachez que je ferai mon possible, car une fois au Maki, vous n'aurez que très rarement de mes nouvelles. Mais peut-être que, Faraj, et que bientôt, Inch'Allah, nous serons tous réunis. Ou si la mort nous arrache à la vie, nous nous rencontrerons chez notre Dieu. Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer. Je serai morte heureuse, je vous le certifie. Enfin, n'en est pas question, mais on ne sait jamais, c'est si vite arrivé, surtout dans la vie que je mène. Enfin bref, tâchez de m'indiquer une adresse sûre où je pourrai vous écrire. Il le faut absolument. Quant à vous, répondez-moi par la personne qui vous apportera cette lettre. Enfin, chers parents, j'espère que vous avez reçu les lettres que j'ai écrites à Tata Sekina. Je ferai tout mon possible pour vous voir avant de partir, mais je ne sais pas s'il faut beaucoup y compter. Enfin, tâchez de m'envoyer les photos que je vous demande. Je vous embrasse tous très, très fort. Léla et Tata surtout qui doivent beaucoup penser à leur petite fille. Oh, et vous, mes parents adorés, il n'est pas de mots pour vous exprimer mon affection. 1000 baisers. Votre fille qui vous aime, Hasiba. Voilà. Merci. Difficile de reprendre la parole après ça. Très émouvant. Et puis quelle fraîcheur, quelle pureté. Je voudrais saluer à cette occasion. C'était justement sa sœur cadette de 4 ans. Elle en parle dans la lettre. On vous embrasse. C'était Ben Bouali. Et dire, on retrouve là, pour revenir aux conditions, là, elle raconte, elle dit, en attente de monter au Maki. Et justement, dans le livre de Zohra Drif, je rappelle le titre, Mémoire d'une combattante de la Hélène, zone autonome d'Alger, édité par Chihab en 2014, elle décrit très bien cet instant-là, où ces femmes-là attendaient effectivement, elles étaient grillées, la zone autonome a été démantelée, et elles attendaient de monter au Maki, effectivement. Oui, c'est tout à fait. Et ce que je voulais vous dire, pardon, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, cette lettre n'est jamais arrivée à ses destinataires, à ses parents. Cette lettre a été trouvée, par les paras de Massu, certainement quand ils ont arrêté, le 24 septembre 1957, quand ils ont arrêté Zohra Drif et Youssef Saadi. Ils ont récupéré énormément de documents, et ces documents, on les trouve au niveau du chat aux archives à Paris. Et parmi les nombreuses lettres, il y a eu cette lettre de Hasiba Ben Bouali, cette lettre que j'ai exhumée l'année dernière, 57 années après le martyre de Hasiba Ben Bouali. Je voudrais dire aussi pourquoi cette lettre me tient à cœur et pourquoi j'ai demandé à ce que non seulement qu'on la lise au niveau des universités, mais aussi au niveau des écoles et au niveau des lycées. D'ailleurs, dans ce cadre-là, j'avais vu l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Baba Ahmed. On en a longuement discuté à l'époque. Il m'avait promis, il m'a dit, il va essayer de l'intégrer dans un programme des collèges et lycées, aussi bien dans le livre d'histoire que dans le livre de français. Je lui dis, c'est très bien. Je dis, moi, je suis là pour, en faire une explication de texte. Et je lui expliquais, je dis, voilà pourquoi c'est important que les élèves, que les lycéens, que les étudiants, parce que aujourd'hui, il est essentiel d'expliquer et de rappeler aux élèves et aux étudiants l'engagement de tous ces jeunes Algériens et Algériennes de toutes les régions et de tous les milieux qui firent le choix de se battre pour leur pays au sacrifice de leur vie. Parce que cette lettre, elle ne raconte pas seulement le sacrifice,
Hein. Mais elle doit faire mesurer aux élèves et aux étudiants le poids des responsabilités, pas seulement le poids des sacrifices, le poids des responsabilités qui pèsent sur chaque citoyen. La responsabilité qui doit se situer dans une éthique et qui constitue la seule dette, entre guillemets, la seule dette des générations présentes à l'égard des générations passées. Et puis, en filigrane à cette lettre aussi, il y a non seulement un message pour cette jeunesse, 60 ans après notre indépendance, des valeurs de liberté, des valeurs de patriotisme, de fraternité et qui appellent le sens du devoir. Elle doit leur dire « aimez votre pays ». D'autres se sont sacrifiés pour eux. Aimez votre pays, aimez votre patrie parce que vous n'avez pas de patrie de rechange. Alors moi, je pense qu'au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau des universités, ce genre de lettres, je pense aussi à d'autres lettres comme celle de Zabana, ce genre de lettres, effectivement, nous émeuvent profondément. Et en même temps, elles nous appellent sur nos valeurs de citoyens, sur nos valeurs de citoyennes. Et enfin, je trouve que ces lettres posthumes nous interrogent. Qu'avons-nous fait de leur idéal? Qu'avons-nous fait de l'idéal de Hassiba Ben Bouali? Qu'avons-nous fait de leur sacrifice? Est-ce qu'on a perpétué le souvenir de nos chouhada et shahidat à travers les ouvrages scolaires, les ouvrages universitaires, les musées, les places, les lieux de mémoire, les films? Et finalement, quelle signification avons-nous donné à cette mort et à ce sacrifice? Voilà le message qu'il faut lancer aux étudiants, aux élèves et aux lycéens à travers cette lettre et d'autres lettres. Malika Al-Qoursoum, message bien compris et j'espère que effectivement il sera suivi d'effet parce qu'il est plus qu'urgent. Alors comme vous le savez, dans ce magazine, nous avons la séquence Bekri, donc qui est prise en charge par notre ami Lamia Mahfouf, et il s'agit en fait de retrouver des échos sonores et c'est ce qu'a fait Lamia Mahfouf. C'est pour tout de suite. Quand tu crois plus fondamentalement à l'efficacité de ces actions politiques, moi j'y croyais plus, eh bien c'était d'aider ceux qui allaient vraiment affronter par les arts l'armée française. 1955, Taslobi Jmea. Moi je travaillais déjà. J'ai commencé à travailler au gouvernement général d'Algérie. Et au gouvernement général, je m'occupais d'un travail bien précis au bureau d'ordre, au cabinet de Lacoste. C'était une espionne dans le vrai sens du terme, parce que on a découvert qu'elle captait, qu'elle récupérait tous les documents, les informations top secrets destinées à nos autorités. Ça partait dans toutes les wilayas, la zone autonome d'Alger. Et c'était des informations en or, puisque c'était des documents top secrets. Alors, dans Alger, elle circulait partout, avec son beau minois, habillée à l'européenne, jolie femme. Nous, avec un grand sourire, on la laissait passer, on la prenait pour une européenne, et elle avait rempli tous ces sacs étaient remplis de documents, et elle partait dans toutes les zones, transmettre les documents qu'elle venait de récupérer. Moi, quand je suis rentrée à la Casbah, on est venu me dire « ça y est, tu es identifié, tu es recherché ». Et pour moi, la Casbah, c'était les lieux malfamés. Alors, la nuit, j'ai passé à me dire « mon Dieu, ma mère va savoir que je vais à la Casbah, c'est que des bordels, et je vais dormir dans un bordel ». Alors, imagine ce que c'était. Zora Drif et Hassiba Ben Bouali, il fallait les déguiser. Alors, on leur a mis un foulard pour passer inaperçu. Et puis, on est restés comme ça, serrés les unes aux autres, dans cette chambre. J'ai repris la réorganisation de la bataille d'Alger sur le plan politique, sur le plan de l'action, sur le plan des femmes, avec les hommes, réorganiser les réseaux. Eh bien sûr qu'ils ont trouvé anormal que moi, je puisse être responsable et que je puisse avoir repris des activités qui étaient données seulement aux hommes.
Après chaque action, je me dis, ça c'est pour un tel, mort sous la torture, pour un tel autre exécuté. Je pense surtout à la Fidaya Ourida Medad, que ces tortionnaires ont défenestrée. Ils ont prétendu un suicide alors qu'elle était déjà morte sous la torture. Les femmes sont sorties pour lutter contre le colonialisme, contre l'injustice, la violation des droits, contre l'exploitation du pouvoir colonial. Alors à tout ça, la femme a dit non. Je sors me battre à la grâce de Dieu pour ma patrie et pour moi. Voilà, donc Madame Melika El-Korso, je rappelle à nos amis auditrices et auditeurs que vous êtes historienne et professeure, auteur de La guerre de libération nationale algérienne à travers le journal Témoignages chrétiens paru aux éditions ANEP 2014. Donc là, nous venons d'écouter quelques séquences de Moudjahidette de la zone autonome d'Alger. Est-ce qu'il y a des voix que vous avez reconnues? Oui, surtout la voix de Fadila Atia, Allah yarhama. J'étais toute émue, j'ai reconnu sa voix, son intonation, et en même temps, je voyais à travers cette voix, cette belle femme qui restait très très coquette et très très glamour jusqu'au dernier souffle de sa vie. Oui. Allah yarhama Fadila, elle nous manque. Elle nous manque. Oui. Et je voulais ajouter aussi une chose, comme tant d'autres, oui. À qui il faut rendre hommage, à qui il faut écrire, mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Je voulais dire aussi insister sur une chose, et vous l'avez dit, et très très bien, c'est que le réseau bombe n'aurait jamais pu fonctionner aussi bien, et d'une manière aussi efficace s'il n'y avait pas les femmes qui étaient là, et le courage de ces femmes. Et d'ailleurs, pour revenir à Hassiba Ben Bouali, Allah yarhama, dès 56, elle est devenue un élément très actif dans le groupe, ce qu'on a appelé le réseau Timsit, qui fabriquait des bombes à Bir Khadem, voilà. Avec Abdelrahman Taleb, et d'autres encore. Voilà, Giorgio et les deux frères Timsit. Voilà, et les deux frères Timsit, voilà. Les premiers artificiers du FLN. Les premiers artificiers du FLN, oui. Et quand donc le laboratoire a été découvert et démantelé, heureusement que Hassiba n'y était pas. Elle était un mariage et donc elle a pu s'échapper. Et c'est là, et donc pendant 1 an, elle n'a pas pu voir sa famille. Bon, elle est morte, sans voir sa famille, puisqu'elle est partie se réfugier à la Casbah, où elle a rencontré Zohra Drif, Jamila Bouhired, et puis il y avait aussi Samia El-Khadari qui venait de temps en temps. Voilà, je voulais aussi dire à propos des tortures, c'est une réflexion d'un jeune étudiant. On parlait de torture, on me dit, ben oui madame, oui c'est vrai, on torturait les hommes, comme on torturait les femmes, comme on torturait les hommes. Et je lui dis, halte là jeune homme, les femmes on les torturait 2 fois. Les femmes se faisaient torturer comme les hommes, et elles se faisaient torturer comme une femme. Comprenez qui voudra comprendre. Pas du tout pareil. Oui. Ça va beaucoup plus loin. Oui. Rachida Mansour. Oui, les femmes, le vrai butin de guerre. On l'a vu dans les guerres récentes et on le voit aujourd'hui encore, malheureusement, aux 4 coins de la planète. Mais nous reviendrons, je pense, sur cette problématique de la place des femmes dans la guerre, dans les guerres, dans la résistance, Je voulais revenir à Hassiba Ben Bouali. On avait cité quelques éléments qui faisaient que ce personnage permettait effectivement d'en rappeler tellement d'autres, mais en étant très singulier. Il y a peut-être les circonstances de sa mort, puisqu'elle qui sont terribles. Qui sont terribles. Puisqu'elle a refusé, ils ont refusé de se rendre. Hassiba Ben Bouali, Allah yarhama, Ali Lapointe, Allah yarhamou, petit Omar, 12 ans, Allah yarhamou. 12 ans, oui. Et Mahmoud Bouhamidi, jeune homme aussi, qui ont refusé de se rendre et qui ont été plastiqués, qui se sont fait explosé par la 10e d'épée de massue. Et puis donc il y a toujours des dommages collatéraux, puisque c'est tout un immeuble qui a explosé avec des enfants, avec des femmes, des jeunes, des vieux. Et à eux tous,
C'est terrible de raisonner comme ça, mais à eux tous, ils faisaient pas l'âge de massue, quoi. Tout à fait. Les Bijar, quatre ni de ensemble. Godard, ni de Trinquier, ni de tous ces criminels de guerre. Oui. C'est la zone autonome d'Alger, moi ça me rappelle, enfin quand j'entends parler de zone autonome d'Alger, c'est toujours cette séquence historique de ce que eux ont appelé la bataille d'Alger. Oui. On refuse, nous on appelle la grève des 8 jours. C'est vrai. Voilà. Et c'est Alger martyrisé, c'est Alger supplicié, mais en même temps, c'est Alger qui résiste et qui résiste avec ses hommes, avec ses femmes, avec ses enfants. Art et révolution. De son vrai nom, Ahsen Larbi Ben Amr, décédé à l'âge de 39 ans en 1959, Abdelkader Ben Damash et Abdou Sayah nous dressent le portrait de cet admirable chanteur engagé, Cheikh Hassisen. Aujourd'hui, dans Fashhadou, Histoire et Mémoire, hommage à Cheikh Hassisen. Ben oui, Hassan Al-Arbi dit Cheikh Hassisen, oui, c'est un monsieur, d'abord un grand militant de la cause nationale. Là, il faut le mettre en avant. Un grand militant, il est né en 1929 et il est décédé, il s'est éteint d'une maladie à l'époque, le 29 septembre 1958, alors qu'il faisait partie de la troupe artistique du FLN. Donc il est mort en Moudjahid en 58. Bon, en raccourci, je vais dire que en 2012, on a rapatrié ses restes et puis il est aujourd'hui inhumé dans la tombe de sa mère Tassadit à Al-Qattar aujourd'hui. Donc voilà, c'est un vœu de sa veuve, c'est un vœu de ses enfants et maintenant, oui. Et nous-mêmes, nous sommes tous ses enfants parce que c'est par reconnaissance à ce monsieur qu'on voudrait bien le voir ici. Donc il y a eu un film, un livre et peut-être autre chose, Inch'Allah, un coffret, pourquoi pas, pour le mettre en valeur et pour dire que ce monsieur a créé un genre. Non seulement il y a le militant très fort, il était très jeune et il était aussi un grand musicien qui a créé un genre musical propre à lui. Même dans la chanson Chabi, il a créé un genre musical à lui. D'ailleurs, personne ne lui ressemble. Il a créé son genre à lui. Même à l'époque, il y avait même des petits grincements comme ça avec le Hajj Mohamed Lanqa quand il venait à la radio, tout ça. Il dit, moi, je chante comme ça. Vous pouvez pas me dire comment il faut chanter. À l'époque, il avait des problèmes parce que il était lui et il ne s'accommodait pas des conseils des autres. Sauf s'il l'encourage dans sa folie. Il y avait un seul qui a cru en lui, c'était Cheikh Amraoui Missoum. Cheikh Amraoui Missoum, c'était un fou aussi. C'est lui qui a inventé la chanson moderne de notre pays, avec tout un mouvement musical moderne, avec tous les grands que nous connaissons aujourd'hui. C'était Cheikh Amraoui Missoum. Il était percussionniste avec lui. Et il était aussi interprète-chanteur. Il l'a écouté et il a fait de lui l'artiste. Toute sa carrière se résume à 10 ans. Et en 10 ans, il nous a créé un genre musical, un nom qui est aujourd'hui éternel, et puis une musique, un professionnalisme et aussi un patriotisme. Quelle a été donc sa particularité pendant la guerre de libération nationale? Déjà, il est né en 1929. 1939, il avait 10 ans. Nous sommes au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et 1945, 1945, il y avait le 8 mai 45. Et Cheikh Amraoui Missoum était là, jeune. Il faisait partie du PPA d'abord et ensuite du MTLD. Comme tout le monde. Tout le monde était MTLD, tout le monde était PPA à cette époque-là. Pourquoi? Parce que son maître, Amraoui Missoum, était MTLD aussi. Hassisen faisait partie de tout ce mouvement. Et puis ensuite, en 1957, je reviens toujours à ce drame qu'a vécu la Kasbah. C'était aux 10 rues de la rue du Thèbes, la rue Boudriès aujourd'hui, la bombe de la rue du Thèbes qui a fait 100 morts. C'était ce jour-là que Hassisen a pris conscience, qu'il est rentré carrément dans le mouvement de la résistance, qu'il a aidé tout le monde. Et malgré qu'il était chanteur lui-même, donc sensible, etc., il est rentré dans le militantisme. Et puis, à un moment donné, puisque la soldatesse de Massu avait bouclé la Kasbah, avait bouclé tous les quartiers populaires d'Alger, eh bien, Hassisen a été arrêté et puis torturé.
presque à mort, et puis là il en sort malade, et à partir de là militer c'était un peu difficile pour lui. Il part pour la France. Puisque les services de renseignement le cherchaient, il part pour la France. Et en France, qu'est-ce qu'il fait? Il va militer aussi dans la Fédération de France, et il va militer dans le mouvement des étudiants maghrébins, avec les frères Keraman, avec tous les gens les étudiants algériens qui étaient là-bas, les grandes personnes qui sont devenues par exemple des hommes politiques très importants. C'était le mouvement des années 57-58. 26 janvier 1958, il a animé une soirée. C'était à l'occasion d'une rencontre du mouvement estudiantin à l'époque maghrébin, et il a chanté plusieurs chansons nationalistes, dont une seule qui s'appelle Hayou Jish Tahrir. C'était au 115 du boulevard Saint-Michel, et il a chanté cette chanson. Et la police est arrivée donc juste après, et puis ils se sont tous sauvés, mais il va continuer à militer, et c'est à ce moment-là qu'il reçoit un ordre pour rejoindre la Tunisie à l'époque, avec la création de la troupe artistique du FLN. Et puis il fait tout un itinéraire de Paris vers Bruxelles vers Bonn, en Allemagne de l'époque démocratique, et il va vers l'Italie, Rome, et ensuite il rentre à Tunis. Et à Tunis, il reste 6 mois. Il va tomber malade, très subitement comme ça. Il a été opéré, et puis de l'opération, il ne s'en est pas sorti. Allah yarhamou, c'était le 28 septembre 1958. Ce grand militant est mort, et il est resté là-bas jusqu'en 2012, où on a rapatrié ses restes. Chaque fois qu'il chantait, il chantait une chanson qui s'appelle Yanas Jart Lil Gharaib. C'est un saraf dans le mot Dram al-Maya, et à chaque fois il pleurait sur scène, il faisait pleurer toute la salle. Et à chaque fois c'était la même chose. Donc le remake revenait à chaque fois la séance de pleurs avec Hassisen. Tout ça parce qu'il a laissé ses enfants en Algérie. Le pays était en lutte contre la négation du colonialisme, contre les massacres, contre tout ça. Et voilà en gros Hassisen ce que c'est. Voilà ce militant, et chaque mot était un signe de militantisme chez donc de Chir Hassisen, Malika El-Qorso, oui. Mais les artistes, voilà, engagés, en attendant aussi effectivement à les oublier. Heureusement que. Et oui. Ils ont été de vrais ambassadeurs et de vraies ambassadrices. Tout à fait. Ça a été, comme disent certains, l'arme secrète du FLN. Les artistes, les sportifs. Oui. Tout à fait. Oui, Rachida Mansef. Oui. On revient à la zone autonome, peut-être. Je voulais juste rappeler, quand même, il y a toujours un élément qu'on oublie au niveau de la zone autonome, c'est l'histoire de la bombe de la rue de Thèbes. On a tendance à oublier qu'en fait, les premiers à avoir... c'est même l'origine, voilà, oui, le 10 octobre, oui. L'origine, en fait, de ce qui s'est passé après, comme vous le dites... si bien Madame El-Qorso, ça a été cette histoire de la bombe qui a tué, qui a été mise dans à la rue de Thèbes, quartier populaire, oui, tout à fait, qui avait entraîné le 10 août 1956, un massacre, oui, tout un immeuble, voilà. Mais pourquoi on oublie, pourquoi c'est toujours oublié, même dans les émissions alors que les bombes algériennes ont été la réponse. C'est la conséquence. Tout à fait. Oui. La conséquence, ont été les conséquences, effectivement, de cette bombe qui a été déposée à la rue de Thèbes. Pourquoi on l'oublie? Non, moi je l'oublie pas. Moi, chaque fois, effectivement, qu'il est question de la zone autonome d'Alger, et puis surtout donc le pourquoi du terrorisme, il y a eu d'abord ce que eux ils appellent le contre-terrorisme. C'est d'abord, ça a commencé par la fameuse bombe de la rue de Thèbes, et puis il fallait répondre, voilà, tout ça. Et des organisations fascistes ou parafascistes qui étaient derrière et qui étaient plus ou moins, qui étaient en accointance avec les services secrets français. Tout à fait. C'était pas anodin. Oui. Je profite pour rappeler quand même quelques titres, puis on revient un peu à nos moudjahidettes, donc Hassiba Ben Bouali. Je rappelle qu'il y a également le livre de Louisa Teril Haris, algérienne, qui a été édité par Casbah, donc qui est toujours aussi disponible, mais également aussi le livre de la moudjahida Annie Fiorio Stener,
Une vie pour l'Algérie, entretien avec Hafed Amir, édité par les amis de Abdelhamid Benzine en 2011. En espérant qu'il y ait encore d'autres... Et le livre de Evelyne Lavalette. Evelyne Lavalette, juste évidemment. Algérienne, voilà. aux éditions Barzac. Oui. Une vraie merveille. Et le livre du couple Chollet. Bien sûr. Évidemment, en espérant qu'il y ait encore d'autres témoignages comme ça. Et puis surtout pour nous, les historiens, là, il y a une somme historique, c'est celle de Jamila Amrani. Voilà, hein, un travail d'historien, un travail académique et scientifique, puisqu'à l'origine c'était une superbe thèse. Et là, jusqu'à présent, effectivement, comme somme universitaire sur les femmes dans la résistance, sur les femmes et la libération nationale, nous n'avons que cet ouvrage, voilà. Oui, et qui a été réédité d'ailleurs, avec les témoignages également. Jamila Amran, qui est actrice, qui était donc en prison à Barberousse, la fille de Jacqueline Garouche, qui a été arrêtée au maquis. La fille de Jacqueline Garouche, qui elle-même était dans le quartier des condamnés à mort, en même temps que Abdelkader Djilali Garouche. Effectivement, oui, ce livre-là. Je ne sais pas ce qui est devenu un des premiers articles sur la question, qui était l'article de Fatem Zahra Saï. C'était les femmes et la guerre de libération nationale. C'était donc, elle avait commencé dans le cadre universitaire. Voilà. Oui, c'est une collègue. Oui, c'était dans le cadre donc d'un travail universitaire, et c'était les femmes dans les assemblées politiques. Donc, et à partir de là, donc, elle s'est rendue compte, parce qu'elle a donc commencé son travail dans les années 70, qu'il y avait énormément de femmes qui étaient dans les assemblées en tant que députées, en tant que et d'autres conseils, qui étaient moujahidettes. Voilà, et c'est pour ça donc. Et là, effectivement, donc elle a fait un retour, voilà, vers, voilà. Donc elle a fait un travail, mais ce travail, oui. Il n'a pas été publié? Il a été publié, c'était un petit ouvrage qui a été publié. Un petit fascicule. Qui n'est pas très connu malheureusement. Mais en tirage G7 quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai connu. Oui. Mais c'était fondamental. Ça a joué un rôle fondamental pour le mouvement des femmes et la formation des femmes militantes en Algérie. C'était un petit peu, c'était le militantisme à la veille du 1er novembre 54. Avec donc les deux principales organisations, l'Union des femmes d'Algérie d'obédience communiste, et puis l'AFMA, du PPA-MTLD, l'association de femmes avec musulmanes algériennes. C'était la première fois qu'on entendait parler de ça. Oui. Alors, Melika El-Khourso, je vous propose maintenant, vous allez retrouver d'ailleurs un collègue à vous, c'est monsieur Seda Houjerbal, donc qui nous accompagne depuis le 1er novembre 2014. Pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'estime. Oui. Voilà, puisqu'il est consultant avec nous. Et Dahoud Jerbal avec Badia Haddad, donc on parlait la semaine dernière de la figure de l'émir Khaled. Et là, on arrive dans Tarikhouna, à la Première Guerre mondiale, qui va avoir pour conséquence une émigration algérienne vers la France. Et dans le milieu ouvrier, il va y avoir des influences. Dahoud Jerbal, Badia Haddad nous en explique le contexte. تاريخنا. Et nous étions donc arrêtés la semaine passée à l'émir Khaled, qui a été le premier initiateur de ce qu'on pourrait appeler le nationalisme naissant. Le nationalisme naissant, mais vous me disiez le mot nationalisme n'était pas venu tout de suite, monsieur Dahoud Jerbal. Pas encore. Ce qui est encore, parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Et puis l'émir Khaled n'a pas avec lui disons une structure de parti organisée, politique, puisque l'ensemble des élites étaient des élites intégrationnistes et assimilationnistes. Toute action politique a été fermée, c'est-à-dire toute perspective d'une action politique a été bloquée, fermée par l'exil de l'émir Khaled. Enfin, le bannissement, pas l'exil, de l'émir Khaled. Alors, qu'est-ce qui se passe en même temps? Il se passe, c'est le début de l'émigration algérienne vers la France. Et cette émigration, ce sont des jeunes qui sont en surpopulation absolue, c'est-à-dire qu'ils sont dans la difficulté, dans la misère, dont on parlait, la famine, etc. Les portes s'ouvrent pour repeupler les usines françaises, les mines françaises, les ports français de main-d'œuvre jeune et énergique. À ce moment-là, donc, on fait appel à la main-d'œuvre algérienne qui va commencer à s'exiler, à émigrer vers la France. Et dans ces milieux,
Donc ouvriers. La première, elle était ouvrière, cette première immigration. Absolument, c'est une immigration ouvrière. Alors dans les zones industrielles, dans les régions minières, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les syndicats, il y a les partis révolutionnaires, bolcheviques, communistes, etc. Et là, donc, il y a une influence qui apparaît dans les rangs de l'immigration, qui est surtout, principalement, une influence sur les modalités d'organisation pour la défense de ces droits. Donc ils apprennent auprès des syndicats et ils apprennent auprès des partis révolutionnaires comment s'organiser, comment s'unifier pour défendre leurs droits. Et se crée ainsi en 1926 la première organisation algérienne proprement dite, qui s'appelle l'Étoile nord-africaine. En fait, plus qu'algérienne, puisqu'il y avait à la fois des représentants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Donc cette première, émigrés. Donc c'est la première association, on l'appelait Association pour la défense des intérêts nord-africains, des musulmans nord-africains. Donc le dimanche 20 juin 1926 à Paris est fondée cette étoile africaine. Absolument, l'étoile nord-africaine, donc qui va se doter d'une direction politique avec le Haj Ali Abdelkader, mais aussi avec Messali, avec Djilani, Siljilani et d'autres représentants de cette avant-garde donc de l'immigration qui était principalement ouvrière et sous l'influence des idées révolutionnaires bolchevisantes. Donc apparaît ce qu'on pourrait appeler un mouvement national bolchevique. Alors pourquoi national bolchevique? Parce qu'il est soutenu, il se crée sous la protection et sous la tutelle du Parti communiste français. Et il se fait ainsi parce que le Parti communiste français qui adhère à la Troisième Internationale accepte par conséquent l'article 8 de l'adhésion à la condition, 8e condition de l'adhésion à la Troisième Internationale, qui dit à tout parti qui veut rejoindre la Troisième Internationale qu'il faut qu'il se batte contre la colonisation, contre la domination étrangère dans n'importe quelle colonie, non pas seulement avec des paroles, mais avec des actes. Donc à partir de là, c'est une nouvelle tournure. Absolument. Qui commence. Donc les conditions politiques dans l'environnement français de l'époque, des années 20 et des années 30, est extrêmement favorable à l'organisation d'une association nord-africaine pour la défense des intérêts des musulmans en France. Donc cette association, petit à petit, va commencer à se distinguer du Parti communiste français par rapport aux objectifs. Parce que les objectifs du Parti communiste français sont la révolution en France d'abord, et ensuite la libération des colonies. Tandis qu'à partir de février 27, une année plus tard, on trouve Messali Haj avec Chadli Khairallah représentant le parti destourien dans l'étoile nord-africaine. Chadli Khairallah et Messali Haj vont se rencontrer, vont se retrouver représentants de l'étoile nord-africaine à Bruxelles en février 1927. Et à Bruxelles, c'est la rencontre de tous les chefs, de tous les leaders des mouvements de libération d'Asie et d'Afrique et d'Amérique latine. Surtout d'Asie et d'Afrique. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Messali monte à la tribune, il va présenter le programme de l'étoile nord-africaine. Il y avait déjà un programme, monsieur Son discours est devenu le programme de l'étoile nord-africaine. Et ce discours-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'ordre de priorité qui va changer. Il va dire d'abord l'indépendance de l'Algérie. Et le mot est employé, indépendance de l'Algérie? Absolument, pour la première fois. Un parlement algérien, une armée algérienne et la redistribution des terres confisquées par la colonisation à tous les paysans sans terre. Et ce discours a eu lieu en février 1927 à Bruxelles, au congrès de Bruxelles. Du coup, c'est le cataclysme, c'est un tremblement de terre. Au fond, on peut dire que c'est la date de naissance du nationalisme indépendantiste. Et du coup, aussi, le Parti communiste dit « Ah, on ne s'est pas mis d'accord sur ce programme. Vous avez dévié par rapport à notre programme. » Et donc commence une lutte d'influence au sein de l'immigration entre les militants algériens ou nord-africains communistes, adhérents au Parti communiste, et les militants qu'on va appeler étoilistes. Les étoilistes, donc Messali Haj et les nord-africaines, qui ne sont pas encore messalistes parce qu'il y a d'autres dirigeants que Messali Haj à la tête de l'étoile nord-africaine. Et il devient, dès 1928, dès 1929, il devient secrétaire général de l'étoile nord-africaine. Donc au fond, l'étoile nord-africaine devient la première organisation nationaliste indépendantiste dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Donc voilà à peu près
comment se passe le passage de témoin de l'émir Khaled vers l'étoile nord-africaine. Un dernier mot, oui, bien sûr. C'est que l'émir Khaled était un leader avec une base de masse, mais sans appareil de parti. Et la différence avec l'étoile nord-africaine? La différence avec l'étoile nord-africaine, c'est une organisation politique qui va se donner une base de masse avec un leadership hiérarchique, pyramidal, et une organisation qui va progressivement devenir un parti politique. Voilà, c'était donc Tarikhuna j'allais dire Melika Al-Qorso, voilà. Alors Melika Al-Qorso, une réaction, je vous ai vu un peu réagir là au cours de notre cher professeur. Non, pas du tout. Non, c'est surtout pour dire et insister qu'effectivement, dès 1927, l'étoile nord-africaine avec Messa Lihaj a demandé l'indépendance de l'Algérie, et je crois donc qu'on ne dira jamais assez. On ne dira jamais assez, exactement. Mais celui dont on parle beaucoup moins, c'est justement Abdelkader Hadjali, qui a été le mentor de Messa Lihaj. Tout à fait. C'est celui qui a formé, recruté Messa Lihaj. Tout à fait. Une lacune, tout à fait. Oui, Fatima Sabri. Je comprends le rappel de Fatima. Elle me demande de vous rappeler que vous pouvez réécouter nos émissions sur le site radioalgérie.dz. Vous retrouverez normalement toutes les émissions jusqu'à aujourd'hui, et également sur notre page Facebook qui porte le même nom que l'émission, Feshhadou, Histoire et Mémoire. Et puis, nous allons nous quitter comme toujours. Mais avant de nous quitter, nous allons rappeler le titre de l'ouvrage de notre invité, professeure, enseignante, historienne, Melika Al-Qorso, La guerre de libération nationale algérienne à travers le journal Témoignage chrétien, 1954-1962, avec une préface de Monseigneur Henri Tessier, édition ANEP 2014. Merci beaucoup Melika Al-Qorso d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on vous retrouvera très prochainement. Merci. Et vous allez nous promettre de revenir pour nous parler des soutiens à la guerre d'indépendance algérienne, parce que vous ne vous êtes pas intéressé à Témoignage chrétien pour rien. Tout à fait. Voilà. C'est un petit peu surtout pour pour les jeunes générations et même pour les plus âgés, dire le rôle de ces chrétiens pendant la guerre de libération nationale. Bien, alors maintenant je peux quand même dire qu'avant de nous quitter, avant de vous dire au revoir à la semaine prochaine, nous allons vous laisser sur la note d'émotion que nous offre régulièrement la voix de Souadinal à travers un texte qu'elle choisit pour nous. Et celui d'aujourd'hui est un des textes fondateurs de la littérature algérienne d'expression française, et ça s'appelle La complainte des mendiants arabes de la Casbah et de la petite Yasmina tuée par son père, de Smaïn Ait Jafar. La dernière minute. Je me demande, moi, à quoi ça sert les barrages qui barrent et les routes bien tracées, et les camions qui écrasent les petites Yasmina de 9 ans, en roulant entre les estomacs à air comprimé et les pots en papier d'emballage. J'étais là quand le camion l'a écrasé et que le sang a giclé. Le sang. Et alors là, je ne raconte pas. Je laisse aux gens qui ont déjà vu un camion écraser un bonhomme et du sang gicler le privilège de se rappeler l'horreur et le dégoût et la fuite lâche devant un cadavre. Surtout, devant le cadavre d'une petite fille innocente.